Bon, qu'on se le dise, non, je n'ai pas les yeux irrités, non, je n'ai pas un problème, j'ai tenté un maquillage qui s'est retrouvé beaucoup trop pigmenté et du coup qui me donne une allure Devil Queen. Je me suis dit que vu qu'on était sur YouTube, je pouvais faire ce que je voulais, mais clairement, ça me plaît pas trop et je ne ressemblerai pas à ça dans la vie de tous les jours. Mais là, pour une vidéo, je me suis dit, allez, pourquoi pas, après tout, mets un t-shirt que tu ne mets jamais. Tente un nouveau pigment qui était censé être un beau rouge foncé profond discret et qui s'est retrouvé à être un rose. Bref, on commence. Bonjour à tous et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que je n'ai jamais faite, mais j'avais envie de faire ça, donc je me suis dit allons-y. J'ai envie de vous parler de ma wishlist. Tous les grands lecteurs, les mordus de lecture comme nous, connaissent le concept de la wishlist, qui est en fait la liste de vœux, la liste d'envie. J'ai une wishlist sur mon compte Booknode. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Booknode, c'est l'équivalent de Goodreads en français et en un peu moins vieillot que Livre Addict. Et l'autre jour, en ajoutant des bouquins que vous m'avez conseillés, je me suis rendu compte que j'avais plus de 280 bouquins dans ma wishlist. C'est-à-dire qu'il y a actuellement 280 bouquins que j'aimerais lire. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il faudrait que tu en mettre certains un petit peu sur le dessus, les lectures qui te donnent vraiment trop envie, qui te titillent quand tu es dans une librairie, celles auxquelles tu penses régulièrement en te disant il faut que je me les achète. J'avais déjà fait une vidéo l'an dernier sur des sagas que j'aimerais découvrir qui avaient vachement bien marché et vous aviez été beaucoup en fait à échanger avec moi après. On a découvert du coup des sagas ensemble et j'avais trouvé ça super. Donc je pense cette année vous refaire une vidéo de sagas, mais cette fois sur de nouvelles sagas en fait que j'ai envie de découvrir. Et je me suis dit, allons-y, soyons fous, faisons une vidéo sur les 15 romans, là, actuellement, que j'ai le plus envie de découvrir. Donc vous verrez qu'il y a un peu de tout. Et en fait, moi, de faire ce tri dans ma wishlist, ça m'a vraiment permis de revoir un petit peu ce qui me tentait. Alors j'en ai enlevé certains, il y en a d'autres que j'ai ajoutés. Alors je compte toujours pas acheter de bouquins pour l'instant, mais comme je vais réaménager en ville, il y aura des bibliothèques. Et puis je me dis que bon, même si jamais un jour je les trouve d'occasion, je les prends comme ça. Donc il y a des toutes nouvelles sorties, comme il y a des bouquins qui ont déjà pas mal d'années. Je vous les présente ici, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quels sont par exemple les 10 bouquins là que vous en pouvez plus, que vous avez le plus envie de vous offrir. Et puis en vrai, là on dirait que j'ai du mercurochrome sur les yeux. À la lumière ça fait un peu plus travaillé, comme si c'était pas juste un splotch de rouge foncé sur mes paupières. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est mon papa qui m'en a parlé l'autre jour et je pense qu'il va faire un énorme bruit. Il est sorti il y a 2 jours, il s'appelle Numéro 2 et c'est un livre écrit par David Foikinos. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de lui. J'avais lu La Délicatesse, qui est quand même un auteur qui est connu et reconnu, et là il sort un livre qui s'appelle Numéro 2, qui raconte l'histoire d'une personne, d'un petit garçon en fait, qui a passé un casting pour un film très connu, qui n'est autre qu'Harry Potter, qui est arrivé en finale face à Daniel Radcliffe pour le rôle de Harry. Sauf que il n'a pas été pris. Et du coup, c'est un livre qui raconte comment il a raté sa vie et comment ce casting raté a eu un impact sur lui, sur sa construction, et de voir le succès que rencontre Harry Potter, à quel point la déception continue d'être grande plus de 20 ans après. Je trouve l'idée géniale parce que c'est vrai que tous ces rôles comme ça de saga qui durent et qui durent dans le temps, il y a forcément eu des numéros 2, quoi, des finalistes, des gens qui n'ont pas été pris au dernier moment et qui l'ont comme ça, quoi. Je suis trop curieuse et j'ai trop envie d'aller lire ce bouquin. Donc là, je vous dis, il vient de sortir, j'en ai pas encore trop entendu parler, mais je devine qu'au vu de l'auteur et au vu de la thématique, il va faire énormément de bruit. Donc s'il y en a qui l'ont déjà repéré ou qui sont déjà en train de le lire, n'hésitez pas à m'en parler. Le second livre que j'ai hâte aussi de lire, qui n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort au courant de l'année, mais je ne sais plus quand. Il s'agit du nouveau Naomi Novik. Alors je suis justement en train de lire La Fileuse d'Argent. J'avais adoré Déraciné, qui était un coup de cœur. Je pense que La Fileuse d'Argent est bien partie pour en être un aussi. Et j'ai appris que Naomi Novik en préparait un 3e. Voilà, c'est une autrice quand même qui ne sort pas des bouquins tous les ans, donc il faut faire assez preuve de patience pour qu'elle nous sorte quelque chose. Et vu la qualité de ses bouquins, on peut que lui dire mais prends ton temps. Et ce nouveau livre s'appelle Éducation meurtrière, le premier tome étant la leçon numéro 1. Le concept peut sembler assez classique, nous allons suivre des jeunes surdoués de la magie dans une école de magie. Sauf que c'est une école où soit tu réussis, soit tu meurs.
Et alors, vu comment elle est forte pour amener du glauque dans des histoires fantaisistes, moi je me suis dit ça va être énorme. Nous suivons un personnage principal qui est une jeune femme qui ne va pas trop se faire de potes parce qu'elle est vraiment très très douée. Le seul souci, c'est qu'en fait, elle se retient, elle se frustre elle-même, elle se contient avec sa magie, parce que si elle déclenchait vraiment l'ensemble de ses pouvoirs, ben en fait, elle tuerait l'ensemble de ses camarades d'école. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire. En plus, j'ai donc le côté école et tout, évidemment que ça me botte. Naomi Novik, je signe. Et ensuite, bah, ça a l'air d'être une saga, vu que ça s'appelle Leçon numéro 1. Je me demande s'il va pas y avoir une suite après. J'ai jamais lu les... Naomi Novik, elle a fait une saga connue sur des dragons, que je n'ai jamais lu. Mais là, sinon, je n'ai toujours lu que des one-shots, donc je serais heureuse de découvrir une nouvelle saga signée par Naomi Novik. Le troisième livre que j'ai envie de découvrir est une réécriture de contes. Vous savez à quel point j'adore l'univers du conte et à quel point j'adore que les auteurs et les autrices s'en inspirent, qu'on puisse réécrire ces histoires de manière illimitée et toujours créative. Et alors, je suis très très intéressée par déjà un de mes contes préférés et cette réécriture qui s'appelle La Belle et la Bête. Et alors c'est là que tout se joue dans le « et », car là nous sommes dans le « et », le verbe « être », La Belle et la Bête. Et en fait c'est un conte qui va raconter la détresse d'une femme qui a été défigurée à l'acide et qui du coup va interroger sa place de femme dans la société parce qu'évidemment au vu de l'état de son visage, elle n'est plus du tout côtoyée par ses pairs. On est dans un monde, on va dire comme dans les pays subsahariens, la jeune fille elle se promène dans la rue, un jeune homme la défigure à l'acide gratuitement, c'est la fille du sultan, le sultan va accompagner sa fille dans ce traumatisme et avec son peuple, tout le peuple va partir en quête du coup de l'homme qui lui a fait ça et pour comprendre pourquoi. À côté de ça, nous avons du coup cette princesse qui va continuer malgré son visage défiguré d'assumer son rôle de princesse et donc d'aller à des bals, d'aller à des rencontres politiques, mais évidemment tout va changer et le regard que les gens ont sur elle change aussi. C'est un peu comme moi avec mon maquillage. En gros, c'est l'idée de reprendre un conte et de le mettre au goût du jour. On va parler de terrorisme, on va parler de politique, on va parler d'estime de soi, de féminité, de beaucoup de choses et du coup je suis hyper intriguée, je trouve l'idée géniale et j'ai envie de le découvrir. Voilà, c'est un livre qui n'a pas fait grand bruit et c'est bien dommage et du coup j'ai hâte de le lire et de vous dire ce que j'en pense aussi. Le prochain livre que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir, et alors là on se plonge encore un peu dans un univers mythologique qui forcément me met en appétit, il s'agit de Piranèse de Susanna Clarke qu'on a commencé un peu à voir apparaître sur les réseaux du monde du livre vers la fin de l'année, aux alentours du mois d'octobre-novembre. Piranèse en fait c'est simple, la maison où vit Piranèse est immense, c'est un labyrinthe de pièces, de salles de bal, de salles de bain, de cuisine, c'est un endroit gigantesque. Piranèse lui il n'a pas peur parce qu'il ne vit que pour ça, que pour explorer cette maison labyrinthesque. Il fait sa petite vie au milieu de cet univers, sauf que dans cet univers, il y a aussi un autre qui vit ici, un autre qui est effrayant, qui fait peur, qui est une sorte de légende horrible. Piranèse va le voir 2 fois par semaine et aide cet autre dans sa quête du savoir absolu, sauf que, tout en allant aider cet autre, un jour Piranèse va découvrir que dans leur immense labyrinthe, qui est leur demeure, vit une 3e personne. T'imagines, ça fait des dizaines d'années que toi, tu divagues, tu te promènes dans tous les couloirs, que tu as testé toutes les baignoires, que tu es à fond et que la seule autre personne qui existe, c'est cette personne repoussante et bizarre qui n'a qu'une idée, c'est d'emmagasiner le plus de savoir possible pour répondre à son but qui t'est lui-même inconnu. Et là, apparemment, il y aurait un 3e habitant. Et de ce qu'on en sait, c'est que ce habitant, ça va être une terrible nouvelle qu'il habite au sein de cette demeure. Piranèse va donc découvrir un monde qui est totalement différent de celui qu'il pensait, celui qu'il imaginait. Vous voyez, le concept est hyper particulier, mais alors moi ça me fait énormément penser à Thésée et au Minotaure, hein, ce côté vivre dans un labyrinthe avec une bestiole, on ne sait pas trop qui c'est, qui se cache et qui est redoutable. Il y a une grande influence de la mythologie grecque, une idée qui est forcément géniale, on n'a qu'une envie, c'est de savoir l'autre c'est qui. Piranèse, à quoi il ressemble? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un centaure? Est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est une femme? Enfin, il y a plein de choses moi qui m'intéressent. Et surtout un 3e habitant,
Mais qui peut bien vivre dans un truc pareil? Est-ce que c'est encore une créature fantastique? Je sais pas, quelqu'un qui va avoir une relation amoureuse, que ça va être un ami? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va lui faire comprendre que son univers n'est en fait que mensonge? Trop de questions dans ma tête, j'ai vraiment hâte de me l'offrir un jour et de le lire. Donc voilà, pareil, si vous l'avez lu, parce que lui ça fait déjà plusieurs mois qu'il est sorti, n'hésitez pas, sans spoiler, merci, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu ou non. Et voilà, en tout cas si vous n'en avez pas entendu parler, je suis contente de vous en parler parce que celui-là il me met vraiment l'eau à la bouche. Le prochain livre dont j'étais envie de vous parler est sorti il y a maintenant un peu plus d'un an, je crois. Il s'agit des sorcières de Pendle. Les sorcières de Pendle, on est au XVIIe siècle, racontent une histoire assez classique d'une femme qui, malgré plusieurs grossesses, n'arrive pas à donner un héritier à son époux. Voilà, ça commence à être très problématique à cette époque où clairement si vous n'enfantez pas, vous n'avez aucune place dans la société. Et un jour, elle va rencontrer une jeune femme qui est une sage-femme hors pair et qui va l'accompagner pour qu'elle puisse mener sa grossesse à terme et qu'elle puisse donner un héritier à son mari. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, existaient aussi les procès pour sorcellerie et du coup, la fameuse sage-femme qui s'appelle Alice va être accusée de sorcellerie car évidemment, elle utilise des médecines douces pour accompagner les femmes dans leur grossesse. Donc pendant que le personnage principal commence à prendre du ventre, Alice, elle, est arrêtée et jugée pour sorcellerie. Et vous savez très bien ce qu'on réservait aux sorcières à l'époque, bah, c'était la peine de mort. On les pendait souvent, on les noyait, on les lapidait, on les brûlait. Bref, en plus, toujours des morts très très spectaculaires. Cette femme, elle va en plus, pendant sa grossesse, tout faire pour innocenter Alice. Évidemment, c'est un sujet qui me plaît à mort. La figure de la sorcière me plaît, qu'elle soit fictive ou réaliste, que ce soit des sorcières de contes ou ces femmes qui ont été accusées à tort de sorcellerie pendant des siècles aux quatre coins du monde et qui ont été massacrées, clairement, gratuitement. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin. Je crois qu'il a eu pas mal de succès. Alors si vous l'avez lu, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors moi, il me tente à mort et je crois qu'en plus, il est enfin sorti en poche. Donc question budget, c'est quand même vachement mieux. Le prochain livre que j'ai envie de lire, là, on quitte complètement l'univers de la mythologie et des sorcières et autres pour revenir à la réalité amère et terrible de la vie, car j'ai envie de lire du Mercure sous la langue de Sylvain Trudel, voilà, qui m'a été conseillé par Caro, qui est ma référence, ma bibliothécaire, ma marraine, la bonne fée littéraire. C'est très simple, le sujet est très dur, ça raconte l'histoire de Frédéric qui a un cancer de la hanche et qui a surtout 16 ans en plus, et de sa vie à l'hôpital avec les autres adolescents. Sa vie, il n'en a sûrement plus pour très longtemps à vivre, en tout cas c'est ce que la 4e de couverture suggère. Et du coup, ce jeune homme, en plus de vivre en accéléré sa vie, va s'exprimer à travers des poèmes sous le pseudonyme du poète Métastase. Et en fait, à travers cette poésie, à travers ces textes, il va exprimer tout ce qu'il ressent, sa colère, sa tristesse, mais aussi l'amour qu'il a pour la vie, l'amour qu'il a pour ses parents, pour toutes les personnes qu'il croise. Et donc, en fait, le message qu'il veut délivrer avant de partir. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, comme tout le monde, je suis terrorisée face à la maladie, les maladies graves, les hôpitaux sont une source de stress énorme pour moi. Je suis en plus hyper marquée comme énormément de monde quand ce sont des enfants. Voilà, l'hôpital n'est pas un endroit où les enfants devraient se trouver, ce n'est pas un endroit où grandir. Et donc j'ai envie d'aller me confronter à ce bouquin qui, je pense, va me prendre aux tripes, me faire chialer comme une baleine. Baleine ou madeleine? Choisissez. J'ai vraiment envie en fait de le lire et du coup je voulais vous en parler ici parce que je n'en avais jamais entendu parler. Je ne sais pas s'il est très connu ce bouquin, mais en plus le titre du Mercure sous la langue, je trouve ça très terrible et très joli aussi. J'ai ensuite décidé de lire un classique contemporain, un livre qui a fait beaucoup de bruit de ces dernières décennies, je crois qu'il est sorti il y a peut-être 50 ans, je dis sûrement des grosses conneries, je vérifierai. Il s'agit du livre Les oiseaux se cachent pour mourir, qui a aussi été adapté en film si ma mémoire est bonne. Les oiseaux se cachent pour mourir raconte une histoire d'amour. Il faut savoir que c'est le livre australien le plus vendu au monde. En fait, ça raconte l'histoire du père Ralph, donc d'un curé, d'un prêtre, et d'une jeune femme qui s'appelle Maggie. Ce prêtre va tomber amoureux de la jeune Maggie et forcément sa foi fait qu'il ne peut pas avoir de relation amoureuse avec elle. Donc leur relation va connaître bien des tourments. Je crois qu'ils vont un peu, vous savez, on s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, quoi. Ça va être comment leur relation reste présente tout au fil de leur vie. Et en fait, moi, je trouve le titre magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parle de ça. C'est un titre connu, Les oiseaux se cachent pour mourir. J'avais envie, en fait, de savoir ce qu'il y avait derrière ce titre. Je découvre cette histoire. Je me dis, allez, allons-y. Après tout, pourquoi pas. Surtout que je trouve que c'est aussi très intéressant de parler de ce sujet tabou encore, du célibat des prêtres, qui, comme si on ne pouvait pas remettre en question ça, quand on voit qu'il y a énormément d'autres religions où
je pense aux imams, je pense dans la religion protestante où les personnes qui prêchent la foi ont pour autant mari, femme, enfant, et les prêtres non. On va revenir un peu chambouler peut-être ce que je sais sur ce sujet. Bah, j'ai envie d'y aller, voilà, je me dis que c'est parti, puis ça va me faire sortir un peu de ma zone de confort littéraire. Celui-là, comme c'est un classique, vous êtes sûrement nombreux à l'avoir lu, donc pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pendant que je parlais, là je viens de réaliser qu'on était le 7 janvier 2022 aujourd'hui, donc ça fait 7 ans qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Ça fait déjà tellement longtemps et en même temps c'était comme si c'était hier. Le prochain livre que j'aimerais lire, alors celui-là c'est sûr que vous en avez entendu parler parce qu'il était partout l'an dernier, en plus moi autour de moi beaucoup de gens l'ont lu et m'ont dit Manon il faut à tout prix que tu lises ce livre. Il s'agit de L'année de grâce qui a été écrit par Kim Liggett. C'est très simple, c'est un livre young adulte qui raconte l'histoire de Tiernan. Tiernan elle a 16 ans et comme toutes les jeunes filles de 16 ans dans cet univers d'anticipation, toutes les jeunes filles de 16 ans, à 16 ans on les envoie dans une forêt pendant un an, survivre et s'entretuer. Oh là là, à chaque fois qu'on écrit des livres sur l'avenir, on est tellement positif. C'est un an où on va laisser ces jeunes femmes seules pour qu'elles perdent ce qu'on appelle cette grâce de jeune fille qui est si dangereuse pour les hommes. Donc encore une fois, on violente et on asservit les femmes pour le plaisir des hommes. Donc ces jeunes filles sont dans une forêt, donc on imagine les privations auxquelles elles vont faire face, on peut imaginer la folie de vivre comme ça dans la nature quand tu as été toute ta vie choyée, éduquée, accompagnée. Évidemment notre héroïne elle ne veut pas que les choses se passent comme, je sais pas si c'est un état ou un empire ou un royaume, bref comme les gens au pouvoir le souhaitent. Elle aimerait faire en sorte que cette année toutes les jeunes filles survivent et reviennent. C'est un bouquin déjà d'avance qui va être empreint de féminisme. J'adore l'idée que ce soit pour les ados. J'ai hâte de le lire en espérant que ce sera vraiment bien et pas cliché, qu'on n'aura pas que des jeunes filles insupportables qui ont peur de se casser un ongle. J'espère que ça va vraiment remettre en question la place des femmes dans la société. Bref, j'en attends beaucoup, mais de ce que j'en ai entendu, c'est trop bien. Donc j'ai vraiment hâte de le lire celui-ci. Bon, alors le prochain bouquin, si vous débarquez sur la chaîne, il faut savoir que je suis une fan de l'autrice Jodi Picoult, alors que je n'ai lu que 2 de ses bouquins. Voilà, j'ai lu 1000 petits riens qui est pour moi un chef-d'œuvre. J'ai lu La tristesse des éléphants qui fait partie de mes livres coup de cœur de 2021 et il y en a un que j'ai envie de m'offrir depuis longtemps et si vous saviez comme je résiste parce qu'en plus dans la librairie où j'ai mes petites habitudes il est toujours bien mis en avant donc je ne peux pas ne pas le voir donc des fois je suis vraiment en mode je passe le rayon des auteurs dont le nom commence par le P pour ne pas voir Jodi Picoult. Il s'agit d'une étincelle de vie du coup de Jodi Picoult qui est un livre, alors là elle a encore pris un sujet bien costaud comme il faut. En fait il y a un forcené dans le Mississippi, un fou furieux qui va prendre en otage le dernier hôpital dans lequel on accepte de réaliser des avortements. déjà qu'il n'y en a qu'un, il faut qu'en plus évidemment, je suppose que les revendications politiques et religieuses de ce monsieur auront un lien avec l'interruption volontaire de grossesse, sinon je ne vois pas pourquoi cet hôpital-là précisément va être pris en otage. Donc on fait appel à un super négociateur, ce super négociateur arrive, évidemment situation hyper délicate, c'est un hôpital, il y a plein de gens à l'intérieur qui nécessitent des soins urgents, donc il faut que cette prise d'otage dure le moins longtemps possible et en ne faisant aucune victime, sauf que les choses vont encore plus se compliquer parce que déjà que le preneur d'otage n'a pas l'air vraiment de savoir ce qu'il veut et a des revendications hyper floues, à un moment donné, le négociateur va apprendre que sa fille est à l'intérieur. Donc alors là évidemment moi rien que quand tu me dis ça j'ai qu'une envie c'est de le lire, j'ai déjà les images en tête, j'ai déjà l'adaptation cinématographique que j'aimerais réaliser, j'ai déjà tout et donc celui-ci c'est sûr que je vais craquer à un moment donné dans l'année, je vais craquer, je me retiens. Jodi Picoult quoi. Bon, si avec ce résumé là j'ai pas réussi à vous donner envie, je ne sais pas ce qu'il vous faut, je crains que voilà, on n'ait plus rien à se dire. Non mais je déconne évidemment, je rigole, oh là là, tut les rageux. Le prochain livre, je l'ai découvert je crois il y a à peu près 2 ans sur la chaîne de Margot Liseuse. Pas grand monde m'en a parlé mais elle en avait fait un retour qui moi m'avait vraiment intriguée, touchée. Et c'est un des livres que j'ai le plus envie de m'offrir, mais alors je le trouve rarement en librairie. À ma grande surprise, il s'agit de Pleurer des rivières d'Alain Jaspard. Ça raconte l'histoire d'un père de famille qui est au tribunal parce qu'il a suivi un de ses potes dans le coup du siècle. Évidemment, c'était pas le coup du siècle, mais heureusement son avocat est là et le relaxe. Voilà, donc ce père de famille, il vit avec sa femme et ses 7 enfants dans un camp de gens du voyage. C'est un mec bien, il fait tout pour que ses gosses s'en sortent. Et un jour, il va rencontrer, mais alors quelqu'un qui n'a rien à voir, qui n'a rien en commun avec lui, un autre homme, qui vient de la classe bourgeoise, voire très aisée de la bourgeoisie, qui est le mari d'une femme qui, pour son grand malheur, n'arrive pas
à avoir de bébé. Vous voyez arriver le truc? Non, parce que moi je l'ai vu arriver à 10 km, de toute façon c'est précisé dans le pitch. Disons que le ventre fécond d'une des femmes va beaucoup servir à l'autre. Ils vont sceller un pacte dont ils ne pourront pas revenir. Je le sens gros comme une maison. En gros, la famille de cet enfant vont faire un bébé pour le couple bourgeois. J'ose imaginer les conséquences que ça va avoir sur tout le monde. Ça sent le drame familial à plein nez. Ça craint à mort comme pitch et j'ai envie d'y aller. Du coup voilà, ma curiosité malsaine me donne envie d'aller voir ce qu'on est capable de faire pour avoir un enfant. Comment font ces couples qui n'arrivent pas à concevoir? Est-ce qu'on est vraiment capable d'aller jusqu'au bout, voilà, jusqu'à faire des choses pareilles? Ou est-ce qu'un jour il faut se résigner au fait que bah voilà, la vie est ainsi, on ne peut pas être parent et tant pis. Là cette solution m'intrigue, je me demande comment ces deux hommes vont se rencontrer, comment ils vont se mettre d'accord pour procéder à cet échange, comment justifier ça auprès des 7 autres enfants du premier. Bref, je me pose 10 000 questions et forcément ça m'intéresse, donc j'ai grave envie de le lire. Pleurer des rivières, le titre nous donne un peu une idée de l'ambiance de ce bouquin, mais malgré tout ça, voilà, depuis qu'elle en a parlé, ma curiosité est piquée, elle est piquée, et tant qu'elle ne sera pas rassasiée, elle continuera comme ça de m'envoyer des petits rappels dans la zone de mon cerveau qui est dédiée à la littérature, donc c'est certain qu'il va falloir que j'y aille. Celui-là, je crois que vous l'avez tous et toutes quasiment lu. En tout cas, quand on traîne sur Instagram ou sur YouTube, il est partout. Moi, je l'ai pas encore lu, alors que je suis une fan de cette autrice. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Vi Ishwab. Vi Ishwab, autrice de la saga Shades of Magic, qui est une saga tellement chère à mon cœur. Là, ça raconte l'histoire de Adi Larue, je suppose, qui ne veut pas mourir et du coup va passer un pacte avec le diable. Et alors moi, il faut le savoir, dès qu'il y a des pactes avec le diable, j'en suis. Voilà, je suis au taquet sur cette thématique. Je me demande toujours, est-ce que moi je ferais ce pacte? Du coup, j'ai trop envie déjà d'aller renifler cette histoire, et alors la suite en plus va vous mettre en haleine autant que moi, parce que ce pacte en fait fait que Adi aura la vie éternelle. Génial, immortelle, impossible pour elle de mourir. Mais la contrepartie terrible, c'est que chaque personne qu'elle rencontrera oubliera rapidement son existence. Donc qu'elle vive, je suppose, une histoire d'amour incroyable avec quelqu'un, une expérience de vie ouf, qu'elle s'attache à des gens, les gens l'oublieront aussi vite qu'ils l'ont rencontré. Et je trouve ça dur, mais dur. Du coup, on suit Adi qui vit à travers les siècles, les époques, le monde, parce qu'elle va beaucoup bouger, du coup. On va suivre un petit peu son périple et sa vie, jusqu'au jour où, comment ça se fait? Elle va rentrer dans une librairie new-yorkaise, forcément dans une librairie, hein. Moi, à chaque fois que je vois qu'un personnage femme rentre dans une librairie, je sais pas vous, mais je vois Julia Roberts rentrer dans la librairie de Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill. Impossible d'imaginer autre chose. J'ai l'image, je me dis c'est bon. Alors que là, pas du tout. Mais elle rentre dans cette librairie, figurez-vous, et là, le monsieur au comptoir, en plus de la voir et de la remarquer, ne l'oublie pas. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait, le diable? Est-ce un piège, une entourloupe? Est-ce le destin? Est-ce une chance? Écoutez, pour le savoir, il faut que je lise le bouquin. Voilà. Mais j'ai trop envie d'y aller. Je trouve l'idée superbe. Je n'ai entendu que des retours dithyrambiques, voilà, qui sont remplis de compliments envers ce bouquin. Je crois même que Vi Ishwab a été encore un peu plus connu et reconnu avec celui-ci, qui a touché un nouveau public de lecteurs, alors que Shades of Magic ou sa saga Vicious, que moi j'avais pas du tout aimé, mais Shades of Magic qui est une pépite de saga young adult fantastique. Là, j'ai l'impression qu'avec La vie invisible d'Adi Larue, elle a touché un plus grand public, même des gens qui ne lisent pas ce genre de bouquins y sont allés, et ça a l'air d'avoir rencontré un certain succès, donc bah, moi aussi je veux. Donc voilà mes amis de Booktube, je suis ravie de vous avoir présenté 15 bouquins qui me font envie. J'ai essayé d'être le plus honnête possible parce qu'en vrai j'ai envie d'en lire tellement, mais de vous parler aussi de bouquins dont on n'entend pas forcément parler partout, des petites découvertes que j'ai pu faire par le bouche à oreille de mes amis ou par vous aussi, parce que vous êtes vraiment une source inépuisable de titres de bouquins. C'est sûrement aussi un peu à cause de vous que j'en ai 280 dans ma wishlist sur Booknode. Tenez à vous remercier, vous faire de gros bisous. Merci pour l'accueil que vous réservez à mes vidéos de fin d'année. Ça me fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus ici et que les vidéos sont de plus en plus vues. Donc comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire, à me raconter votre vie. J'adore lire vos histoires, lire vos avis sur les bouquins et vous répondre. Vraiment, c'est un plaisir.
Ceux qui veulent encore plus échanger, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Batmanon prend son bouquin. Ceux qui n'ont pas Instagram, on a aussi le groupe Team Batmanon sur Facebook. Activez la cloche sur YouTube, comme ça dès que je sors une vidéo, vous recevez un petit message et vous pouvez venir la voir. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end, un bon début d'année, parce qu'après tout ça fait que 7 jours qu'on est en 2022, mais il s'est déjà passé tellement de trucs en 7 jours. Vous et moi, nous allons oublier tout ça, en tout cas le mettre dans une partie de notre esprit qu'on ferme à clé et qu'on met sur pause le temps d'aller bouquiner. En tout cas, c'est ce que moi je m'échine à faire et sincèrement, ça me sauve un peu la peau certains jours. Je vous embrasse, passez de belles journées, soyez ravis, heureux et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, gros bisous et vive la vie!